C'est un tout nouveau train touristique que je vous propose de découvrir cette semaine. Il circule depuis l'an dernier tout près d'Épinal dans les Vosges, qui plus est dans un cadre assez exceptionnel, puisqu'il s'agit de celui d'un fort militaire qui a été restauré par une équipe de passionnés. Un chemin de fer a bel et bien existé à cet endroit. Les lignes établies lui faisaient même dépasser les 125 km de longueur. Et si son histoire reste encore assez méconnue, c'est qu'il n'a jamais été ouvert au transport de voyageurs, mais toujours réservé aux seuls besoins des militaires dans la région. Au passage, le train des forts, c'est son nom, fait son entrée dans l'édition 2023 de Mon guide du tourisme et des loisirs ferroviaires qui vient tout juste de paraître. Je vous en parle dans un instant. J'évoquerai également dans ce nouveau numéro l'histoire d'un certain Prosper Péchaud, un officier d'artillerie qui a mis au point les principes du chemin de fer en voie de 60 cm à usage militaire qui porte désormais son nom. Le système de défense de la place d'Épinal qui ne comptait pas moins de 150 forts et le travail de l'ARFUP, l'association pour la restauration du fort d'Ursonniais et de la place d'Épinal qui travaille sur ce chantier depuis une trentaine d'années. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. C'est entre 1882 et 1884 que le fort d'Ursonniais a été construit. Il s'inscrivait dans la perspective de la mise en place d'une ligne de défense beaucoup plus vaste, s'étendant de Belfort à Épinal et de Toul à Verdun. L'Alsace et la Moselle étant devenues allemandes à la suite du conflit de 1870, il s'agissait de redéfinir une nouvelle ligne de défense. Ce projet fut porté par le général Céré de Rivière qui le mènera à bien en une dizaine d'années seulement. 150 forts, 40 ouvrages secondaires et 250 batteries d'artillerie seront ainsi établis dans les régions concernées. Le fort d'Ursonniais faisant partie des 16 constituant la place d'Épinal. Il fut construit sur une hauteur dominant de près de 380 mètres la vallée de l'Avière et avait pour mission de contrôler l'axe Épinal-Mirecourt, la voie ferrée Épinal-Nancy, ainsi que le canal de l'Est. En forme de pentagone, délimité par un fossé, sa construction ne prendra que 2 ans. Les systèmes d'armement évoluant néanmoins rapidement, il sera modernisé avant 1914, renforcé et doté de nouveaux équipements. Par chance, bien qu'ayant eu à traverser les 2 conflits mondiaux, il est resté intact. L'armée française a continué à utiliser ce fort comme dépôt de munitions jusque dans les années 60, après quoi elle le laissera à l'abandon et disparaître sous la broussaille en même temps qu'une bonne partie du reste de ce patrimoine historique toujours existant. Par endroits, on retrouve assez facilement des traces de l'ancienne plateforme du chemin de fer en voie de 60 cm qui permettait de relier par le train l'ensemble de ces bâtiments militaires. Mais pour accéder de nouveau au fort, les bénévoles de l'ARFUP, l'association qui a pris en charge sa préservation, ont dû dans un premier temps procéder à un très gros travail de débroussaillage. La forêt ayant quasiment repoussé sur le fort, le rendant à peu près inaccessible. Une fois qu'ils ont réussi à le débarrasser de cette végétation luxuriante, les membres de l'association ont découvert un bâtiment en très bon état, ayant même conservé une partie de ses équipements. Après restauration de bon nombre d'entre eux et le classement de l'édifice aux monuments historiques, ils ont ouvert le fort à la visite. C'est un dédale de galeries souterraines dans lesquelles vous serez amené à passer plus de 2 heures en compagnie d'un guide qui vous laissera entrer dans les différentes pièces où tout était organisé de manière à ce que la vie soit possible en totale autarcie. On y trouve des chambrées, une cuisine, une usine en capacité de produire l'électricité dont les équipements du fort avaient besoin pour fonctionner, et plusieurs pièces d'artillerie laissées en situation, dont l'unique exemplaire toujours en état de fonctionnement d'une tourelle à éclipse galopin pour canon de 155 mm. Un dispositif mécanique ne pesant pas moins de 250 tonnes, qui avait été installé ici en 1912. Une sortie sur les toits de l'ouvrage vous permettra de vous approcher des coupoles cuirassées des tourelles et des observatoires, mais aussi de surveiller les manœuvres du train se préparant à vous emmener pour une autre visite jusqu'au fort voisin de Bois-l'Abbé, en passant par d'autres constructions abritant des batteries d'artillerie annexes.
Et ce n'est pas une fantaisie. Un train desservait bel et bien ce fort et le reliait à l'ensemble des autres constructions constituant le système de défense de la place d'Épinal. Un dispositif que l'on doit à un certain Prosper Péchaud. Prosper Péchaud est né le 6 février 1849 à Rennes. Lors de la guerre de 1870, il sera mobilisé sur place et appelé à s'occuper de logistique et de transport. Des fonctions qui l'amèneront à s'intéresser plus particulièrement au transport par voie ferrée, encore balbutiant à l'époque. Alors que l'entreprise de Cauville est créée en 1875, il s'en rapproche naturellement, se demandant si les trains légers de chantier produits par elle ne pourrait pas avoir une utilité dans le domaine militaire. Il en était à peu près convaincu et présenta en 1882 au ministre de la Défense un mémoire sur l'application au service de l'artillerie dans l'attaque des places et autres circonstances de guerre des chemins de fer à voie étroite. Il se lança alors dans l'étude de matériel roulant ferroviaire qui permettrait d'armer et d'approvisionner les places fortes et sera conduit à déposer plusieurs brevets. Entre 1884 et 1888, il procédera à des essais grandeur nature à Toul, où il recevra même la visite du ministre Charles de Freycinet. Ce sera la consécration de sa carrière. Séduit par ses propositions et les perspectives qu'elle laisse entrevoir, le ministre validera le système Péchaud, qui équipera progressivement les places fortes de Toul, Verdun, Belfort et Épinal. Le système Péchaud, c'était des voies préfabriquées pesant 9,5 kg au mètre, montées sur des traverses métalliques. Elles existaient en coupons de rails droits ou courbes à différents rayons, de même qu'étaient disponibles des aiguillages et des plaques tournantes de différentes tailles, mais aussi du matériel roulant. Les bogies Péchaud à 2, 3 ou 4 essieux pouvant être associés entre eux au moyen d'une traverse pivotante permettaient de déplacer des charges lourdes jusqu'à 24 tonnes. Le système Péchaud, c'était enfin une locomotive, la Péchaud-Bourdon, une plateforme d'artillerie et différents types de wagons. À Huxonnier, une toute petite partie des 125 km de la plateforme en voie de 60 cm qui reliait l'ensemble des forts a été reconstruite par l'ARFUP sous l'impulsion de Pascal Durand, son actuel président, que je vous propose de rencontrer. L'association a commencé sous convention avec l'autorité militaire et puis donc les ouvrages, donc celui-ci et le fort de Bois-l'Abbé, qui est au bout de la ligne, ont été cédés par l'armée à la commune d'Huxonnier. En fait, ça s'est fait il y a un peu plus d'une trentaine d'années sous l'impulsion de personnalités locales et qui connaissaient le site et qui se sont dit il faut impérativement préserver cet ouvrage-là compte tenu de sa particularité et du coup c'est il y a 33 ans que l'association s'est créée, s'est mise en place avec la préservation et la protection de cet ouvrage-là qui était complètement foresté, c'était la forêt vierge partout. Donc ça a mis une bonne vingtaine d'années pour arriver à bout, mais sachant que voilà, il a fallu tout faire, puisque tout ce qu'on a ici devant nous, c'est du neuf, entre guillemets. Récupérer des matériels, récupérer des matériaux, des rails, des traverses, du ballast, refaire la plateforme, parce qu'on est en plateforme complètement nouvelle. La voie ferrée, initialement, elle était en accotement de la route communale à côté, mais voilà. Donc on a eu des opportunités avec des travaux routiers importants dans le secteur qui ont permis de récupérer du terrain par la commune à l'époque et de pouvoir mettre la voie ferrée en accotement. Il y a une partie, donc on est à quelques mètres, voire décimètres par endroit de la plateforme d'origine, et quand on est dans la forêt, alors là, la voie ferrée, donc elle était en bord de route, on n'a pas voulu rester en bord de route, on avait l'opportunité de passer dans un ouvrage d'artillerie qui s'appelle une batterie, qui était connectée sur une de ses extrémités, et donc on est parti dans la forêt pour passer dans cet ouvrage-là. Les trains qui circulent sur la ligne sont soit diesel, soit à vapeur. La locomotive qui assure l'attraction de ces derniers est un prêt d'une association voisine, à qui j'avais d'ailleurs également rendu visite et consacré un reportage il y a quelques années de cela sur cette chaîne. Il s'agit du chemin de fer du Val de Passay, près de Nancy. La balade en train dure 1 heure, la visite du fort en prend le double. Vous pouvez combiner les deux activités ou choisir de n'en faire qu'une. De quoi passer, quoi qu'il en soit, une bonne après-midi à Huxonnier. En mai, juin et septembre, le site est ouvert tous les dimanches après-midi, en juillet et août, tous les jours.
Vous retrouverez toutes ces précisions ainsi que plus de 700 autres idées de balades ferroviaires ou autour du train partout en France dans la toute nouvelle édition de mon Guide du tourisme et des loisirs ferroviaires qui est disponible dès aujourd'hui en avant-première sur le site d'Aiguillage www.aiguillage.eu à la rubrique Aiguille au shop. Un guide édité par La Vie du Rail, entièrement remis à jour et qui comprend cette année quelques pages dédiées à un état des lieux des locomotives historiques susceptibles de circuler en tête de trains spéciaux sur le réseau ferré national, des cartes enrichies en début de chapitre et de nombreuses nouvelles idées de balades ferroviaires que j'ai pu débusquer au cours de l'année qui s'est écoulée. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez eu déjà connaissance des précédentes éditions de ce guide et ce que vous en avez pensé, et également si vous souhaitez que la saison prochaine, à partir de la rentrée de septembre, je continue à vous présenter sur cette chaîne d'autres associations exploitant des trains touristiques. Et je vous retrouve la semaine prochaine, dès lundi, sur la chaîne Aiguillage Modélisme, et ici même jeudi, pour partager avec vous d'autres de mes découvertes ferroviaires.